Alors qu'aujourd'hui, si ta famille, elle comprend pas ton rêve, si tes amis, ils comprennent pas ton rêve, tu vas sur LinkedIn, tu vas sur Twitch, tu vas sur un forum, tu vas au prochain salon d'entreprise de je sais pas quoi, tu te crées un cercle d'amis qui adorent le même genre de rêve que toi et qui, au contraire, vont dire putain, c'est trop bien, j'ai envie de le faire avec toi, et si on le faisait ensemble? Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens, ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut David, Salut à toi. ça fait très plaisir de t'accueillir sur cette interview business du crayon. Moi, je t'ai découvert avec ce TEDx que tu avais fait à GEM, l'école de commerce. Ouais. Alors comment pouvons-nous expliquer que certaines personnes osent alors que d'autres n'osent pas? Comment on peut expliquer que par exemple Antoine Griezmann, à qui on a dit qu'il était trop petit pour faire du football et a été rejeté par 4 clubs, puisse obtenir la Coupe du Monde? Tu parlais de la peur des autres et de s'abstraire du regard des autres. Ouais. Et tu as presque finalement construit même tout un business autour de fait d'aider les gens à sortir de ça. Est-ce que pour toi, à la base, c'est plus justement un business ou c'est vraiment une forme de mission? Alors déjà, c'est drôle la dualité que tu mets. Tu vois, c'est comme s'il fallait choisir. Ah, j'ai Et- pas dit qu'il fallait choisir, je te demandais d'où c'était parti. Oui, mais tu dis, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Moi, en fait, c'est simple. J'étais mal dans ma peau, complexé, timide. Euh, J'arrivais pas à aborder les filles comme je voulais les aborder. J'arrivais pas à regarder mon père dans les yeux parce que j'étais pas à l'aise avec tout le monde, mais encore plus avec mon père. Et il y avait un peu ce truc que bah, tu as des gens qui sont confiants, qui sont charismatiques, et tu as des gens qui ne le sont pas, et pas de bol pour eux. Tu vois, c'est un petit peu. Il y a cette scène dans 300, je sais pas si tu as vu le film 300, où il prend le bébé. Bon, en plus, c'est quasiment vrai dans l'histoire, hein, mais il prend le bébé, il regarde s'il est fragile ou fort, et s'il est fragile, bon, bah, on le jette. Et j'avais un peu cette image, tu vois, t'as je sais pas quoi, là-haut, peu importe comment on l'appelle, Dieu, la vie, l'univers, il prend chaque bébé et il se dit, tiens, confiant, timide, et moi, je suis timide, pas de bol. Et d'ailleurs, c'est un truc très populaire parce que les gens te disent, les gens me disaient, bah écoute, David, t'es timide, il faut que tu l'acceptes. Tu parlais d'acceptation juste avant, il faut que tu acceptes, c'est comme ça, c'est une maladie en gros, et c'est pas censé pouvoir changer. Et, euh, et j'ai accepté cette idée pendant longtemps. En souffrant de ça, et donc j'avais régulièrement des pensées de suicide, de me dire, mais en fait, si je souffre comme ça à 15 ans, j'ai pas envie de vivre 60 ans derrière et 70 ou 80 de cette même manière. Tu voyais pas les choses aller mieux au fur et à mesure? Non, alors ouais, il y a des gens qui me disaient ça ira mieux avec le temps, mais bon, quand tu souffres, la douleur, elle te paraît longue. Alors avec le temps, s'il faut que j'attende 30 ans pour être bien, sachant que tu as 15, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse le double de ce que je viens de faire en plus. Donc non, ouais, ça m'inspirait pas beaucoup cette idée-là. Et bon, il y a plein de choses qui se sont passées, mais le mélange de la douleur qui augmente, ma mère qui me dit, écoute, j'en ai marre que tu te plaignes, si ta vie elle te va pas, tu la changes, mais moi je veux plus t'entendre. Donc j'ai pas apprécié cette phrase-là, mais c'était le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. Mélangé avec la prof de français qui a voulu nous faire du théâtre, ce qui était pour moi la terreur absolue, mais qui a été vraiment une source de guérison. Et j'ai commencé à me donner des défis de plus en plus gros, en partant de très petits, comme lever la main en cours. Mes potes trouvaient ça ridicule quand je leur disais, voilà, un jour je serai plus confiant et ça va commencer par lever la main en cours et faire des trucs comme ça. Ils trouvaient ça bizarre. Mais lever la main en cours, aller aborder quelqu'un dans la rue, aborder une nana, demander l'heure, regarder mon père dans les yeux au début 1 minute, puis 1 minute 30, puis 3 minutes, m'exprimer davantage, être la personne à qui on dit, bah, tiens, qui va chercher la pizza, que ce soit moi qui le fasse, pour que j'ai le plus d'opportunités de m'exprimer. Et en montant ça progressivement, j'ai changé. Mais c'était lent quand même. C'était mieux, mais lent. Et j'ai découvert en cherchant sur Internet confiance en soi et tout ça, j'ai découvert qu'il y avait des livres, j'ai découvert qu'il y avait des audios. Je me rappellerai toujours du moment où j'ai fait une liste de 30 CD audio. Ça coûtait à peu près 350 euros. Et j'ai dit à mes potes, voilà, si on achète ça, je ne sais plus si c'était à 5 ou à 7, je dis voilà, si on achète ça à 7, voilà, ça fait, bon, peu importe, entre 30 et 50 euros par personne. Ouais, on mutualise. On mutualise, on se copie les CD, au moins ça coûte moins cher.
Et mes potes, c'était genre, mais t'es un malade, machin, on va pas acheter des CD audio pour apprendre des trucs. Les gens trouvent ça bizarre de se former sur la confiance en soi et ce genre de choses. Ils trouvaient ça non seulement bizarre, inutile, que c'est impossible que ça marche. Et donc, il y avait un cocktail d'audio sur confiance en soi, respiration, charisme, productivité, spiritualité. C'était très, très large. Et ça m'a saoulé. Tu vois. Je me dis, mais vous êtes fous. Enfin, et bref, ils n'ont pas voulu. Moi, j'ai acheté les 30 tout seul. Qu'au final, je leur ai donné, donc ils n'ont rien payé. Mais Ils ont fait une bonne affaire. Ils ont fait une bonne affaire. Oui et non, parce que du coup, ils l'ont eu gratuitement. Et ils n'ont certainement pas écouté comme moi, je l'ai écouté. Parce que ces 300 € là pour moi à ce moment-là, ben voilà, c'était pas rien. Et je peux te dire, je les ai défoncés, les CD audio. Je les ai écoutés certains 20 fois. C'est simple, j'écoutais le matin, à chaque pause, le soir, en dormant. Et je me suis vraiment aidé, ça plus la lecture. Qu'est-ce que ça a débloqué fondamentalement, ce genre de contenu chez toi? En fait, tu peux séparer le monde. En fait, tu peux mettre chaque personne dans le monde dans une ou l'autre case. Et c'est pas une case définitive, hein, c'est en fonction du projet et de là où tu en es. Tu as la case y croire et oser y aller. Tu me parlais juste avant qu'une de mes vidéos, en tout cas, a contribué à t'aider à oser te lancer. Donc Non, ça, mais c'est je le dis. Moi, Voilà, ça ok. fait plaisir d'être face à toi parce que aussi, tu as contribué à la force d'impulsion qui a fait qu'on s'est lancé aussi. Oui, bien sûr, ça vient forcément aussi de toi, mais en tout cas, je suis content d'avoir contribué à ça. Donc, tu as y croire et oser d'un côté. Et après, tu as, une fois que je me suis lancé et que je commence à y croire, eh ben, comment faire? Moi, ce que ça m'a fait au début, c'est les deux. C'est-à-dire, ça m'a aidé à, en fait, David, peut-être que la vie que tu peux avoir dans 5 ans, c'est beaucoup plus que celle que tu imagines. C'est même beaucoup plus que les gens autour de moi imaginent pour eux-mêmes et pour moi. Donc, ça a ouvert des cases. De toute façon, c'est simple. Justement, déjà, quand tu lis des biographies de gens qu'on considère charismatiques et que tu te rends compte qu'au moins 50% d'entre eux, petits, ils avaient des difficultés relationnelles, timidité. En fait, ça te casse ta croyance que la timidité, c'est un truc figé et que la confiance ou le charisme, c'est un truc figé. Donc ça, c'est déjà la première étape, c'est qu'en fait, et il y a plein d'études scientifiques là-dessus, c'est que si quelqu'un a un problème et que tu lui donnes un livre sur comment le résoudre, mais qu'il ne croit pas fondamentalement qu'il peut le résoudre, il va pas le lire. C'est pour ça qu'en fait, la première chose, c'est déjà croire. Tu vois, c'était il y a 2 jours, fait une magnifique interview avec Taïg Chris, qui a sauté de la Tour Eiffel, Ouais. créé un business là, Il crée on-off, ouais. qui crée on-off, il a un nouveau business. Et ce qui est fort chez lui, c'est à quel point il se donne pas de limite mentale. Tu vois, c'est pas j'ai été sportif, donc je dois rester sportif. Je fais on-off, donc je peux pas faire autre chose. Et c'est hyper fort dans son modèle du monde, dans ses croyances, à quel point il se donne pas de limite. Donc ça, c'est la première chose que ça m'a aidé. Croire que ma vie peut changer. C'est énorme, hein, déjà, quand tu commences à y croire et que tu commences à avoir une image de toi, sans être sûr, hein, une image de toi en me disant putain, un jour, je serai confiant. Un jour, je pourrais parler à des nanas et être à l'aise. Un jour, je pourrais parler en public. Un jour, je pourrais avoir le genre de job que je veux parce que c'est facile pour moi déjà de persévérer et de m'exprimer. Donc ça, c'est y croire. Et puis, oser, ben, ça va être, comme je te disais, me donner l'impulsion de faire des trucs que je ne fais pas d'habitude. Et de l'autre côté, ça m'a servi sur le comment. Typiquement, j'étais stressé parce qu'on m'a jamais appris à respirer. En fait, on ne nous apprend pas à respirer. Et typiquement, quand tu es stressé, tu vas avoir tendance à rentrer en hyperventilation ou alors en hypoventilation, c'est-à-dire tu respires trop vite ou pas du tout, tu te mets en apnée. Oui, c'est ce qu'on appelait les postures de pouvoir qui te permettent à l'inverse de te sentir mieux Alors, ou de te sentir on est même- moins bien. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est pas, mais oui, c'est intéressant. Mais au-delà de la posture de pouvoir, c'est déjà comment tu respires. Est-ce que tu respires qui va juste augmenter ton rythme cardiaque et quand tu es stressé, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Et donc, typiquement, tu fais souvent ça. Tu respires en haut, court, rapide. Ce qui est le pire si tu veux te stresser, c'est utile si tu veux t'énergiser quand tu es trop calme. Mais généralement, quand tu es stressé, tu es en adrénaline, tu es actif. Donc, apprendre à respirer plus lentement, plus profondément, plus avec le ventre, même si ce n'est pas avec le ventre que tu respires, mais tu respires plus avec la partie basse. Et tu te rends compte que ce soit dans le tir, que ce soit tir à l'arme ou tir à l'arc, que ce soit la méditation, que ce soit le sport de haut niveau, que ce soit la prise de parole, en fait, la respiration, il n'y a pas d'endroit où tu as de la performance sans un travail sur la respiration. Et je trouve ça dingue que tu puisses passer 25 ans à l'école et qu'à aucun moment,
on t'explique pour un oral que finalement, un des trucs les plus importants, c'est comment tu vas respirer. Et comment tu vas respirer va faire que tu vas avoir de l'impact, pas seulement quand tu vas arriver, mais après 5 minutes, tu vas pas t'essouffler, tu vas avoir de l'énergie, tu vas pouvoir mieux oxygéner ton cerveau, donc souvent tu vas plus avoir d'idées. Et après, on pourrait aller plus loin sur les études sur le flow, comment tu accèdes au flow. Et la respiration, c'est clé. Donc ça, c'est des comment. Tu parlais de posture de pouvoir. Ben voilà, moi, je me tenais les épaules voûtées. Par exemple, tu vois, chez les macaques, on se rend compte que bon, les macaques, ils ont souvent, comme plein d'espèces animales, hein, tu as les mâles qui se battent pour avoir le rôle de alpha dans la tribu, enfin, dans le petit groupe d'animaux, donc le rôle de leader. Et le premier truc que fait le macaque quand il perd son combat, le premier truc qu'il fait, c'est baisser les épaules, baisser les yeux, baisser la tête. Et aussi rentrer les couilles. Bon, ça, c'est un petit détail. Et d'où le fait que quand on dit, voilà, t'as perdu tes couilles, c'est qu'effectivement, quand t'es stressé, que t'as peur, t'as tes couilles qui se recroquevillent, qui se deviennent toutes petites. Et c'est intéressant de se dire, tu vois. Et à l'inverse, le macaque a gagné le combat. La première chose qu'il fait, c'est de se redresser, monter le plexus solaire, détendre le ventre, regarder au-dessus de la ligne d'horizon, pas non plus trop, mais juste au-dessus. Et tu le vois. Tu vois que c'est des postures qui vont aider. Tu parles de l'école et c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est une critique qu'on entend beaucoup, notamment de toute la caste des entrepreneurs qui ont réussi grâce au business en ligne, qui ont réussi grâce à YouTube, pourquoi pas, ou grâce à des choses beaucoup plus nouvelles et modernes. J'ai rien contre l'école, hein, qu'on soit d'accord. Non mais moi non plus d'ailleurs. mais je pose la question de justement, tu disais qu'il n'y a pas de cours de respiration. Est-ce que le développement personnel, par exemple, et même certaines choses que toi tu apprends par tes formations ou par tes cours en ligne, est-ce que c'est des choses qu'on devrait aussi apprendre à l'école, au moins des initiations à ça? Mais c'est certain. Et d'ailleurs, les États-Unis sont bien plus forts que nous là-dessus. Pourquoi on est en retard en France là-dessus? Bah, comme tout pays, on a nos forces et nos faiblesses. On est très fort intellectuellement, on est des super ingénieurs. Après, on n'est pas les plus optimistes, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est prouvé. Dans les courbes, dans les classements, on est loin d'être les plus optimistes dans le sens d'envisager le futur différemment. On est très conservateur, alors avec ses avantages, c'est-à-dire que on va pas être le premier pays à tester un truc où on n'est pas sûr. Donc quand ça foire, c'est cool d'être dans le côté conservateur parce que tu prends pas les premiers effets secondaires. Et donc forcément, donc voilà, ça en plus, on a eu les Lumières avec tout un mouvement qui a voulu séparer le côté intellectuel du corps. Et donc tous ces éléments font qu'on sacralise la réflexion, on dénonce beaucoup plus ce qui sort des cases, on a tendance à dénoncer aussi tout ce qui est… Enfin, il y a plein de choses qui culturellement expliquent pourquoi on est moins à l'aise avec cette dimension psychologie, même si ça change énormément parce qu'on est de plus en plus inspiré par la culture américaine. Tu vois, j'ai fait juste avant toi là, 15 interviews d'entrepreneurs qui sont entre 10 millions de chiffre d'affaires à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, et tu en as 80% d'entre eux qui maintenant, publiquement, parce qu'ils savent que ça va être bien diffusé, disent soit je me fais coacher, soit je me suis fait coacher, soit je fais coacher mes équipes. Et ça, il y a 10 ans, ça n'arrivait pas. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'est pas que ça n'arrivait pas de se faire coacher, c'est qu'ils ne le disaient pas, c'était une honte. C'est en train de changer. Et maintenant, tu te retrouves à avoir des coachs dans la télé-réalité, tu te retrouves à avoir de plus en plus d'organismes qui sont ouverts. Bill Gates qui dit publiquement « Everyone needs a coach ». Donc c'est culturel, mais ça va changer. Est-ce que, du coup, il y a aussi un problème, j'ai envie de dire, de position dans ce que veulent les gens dans la société? Parce que je pense pas que tout le monde veuille être entrepreneur ou même, enfin, que ce soit le développement qui les épanouit le plus dans leur vie. Moi, je pense pas que ce soit le cas de tout le monde. En revanche, il y a peut-être aussi beaucoup de gens qui sont oubliés, c'est pas le mot, mais qui sont peut-être pas assez formés à ces choses-là. Toi, c'est ça que tu cherches à répondre aussi avec ton business, tu cherches à toucher justement le plus de gens. Donc juste pour répondre à ta première question en une phrase, tout ce contexte que je te disais fait que la première chose qui m'a amené à faire ce que je fais, c'est une mission. Moi, je faisais des études d'ingénieur en informatique. Ça a tellement changé ma vie que je me suis dit, je peux pas garder des trucs qui ont changé à ce point ma vie. C'est-à-dire, je suis passé de j'arrive pas à lever la main en cours à m'exprimer facilement. Je suis passé de pas pouvoir regarder mon père et le détester surtout à créer une belle relation, même le salarié dans ma boîte. Donc pour moi, ça fait partie de mes plus beaux accomplissements d'avoir changé la relation avec mon père. Les mêmes mecs qui 3 ans avant me disaient non mais t'es CD audio, machin, tout ça, c'est n'importe quoi.
venaient me voir 3 ans plus tard en me disant mais comment ça se fait que tu es à l'aise avec les nanas comme ça? Et je sais pas, j'avais et même au niveau pro, c'est-à-dire que j'avais les jobs qui m'inspiraient, c'est un truc de dingue comment ça a changé ma vie. Donc j'avais envie de partager ça, c'était le premier truc. Je voyais pas comment faire, il y avait personne de mon âge. J'ai démarré, j'avais 21 ans, enfin 20-21 ans, qui faisait ça. Donc au début, c'était je veux transmettre à la fois en salle, c'était un bon moyen de continuer de me donner des défis oratoires, et en vidéo, parce que j'adore la vidéo et j'adore la tech, d'où les études d'ingénieur en informatique. Donc voilà, et progressivement, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis allé voir des organismes de formation, entre autres sur Paris, en leur disant est-ce que vous avez envie d'un formateur, et qui voyaient un gars de 21 ans qui en fait 12 et qui disait non mais on va pas te non, on veut pas de toi en tant que formateur. Et là, l'entrepreneuriat est devenu la seule réponse possible, parce que même mon formateur qui m'a beaucoup aidé, auprès de qui je me suis formé, quand je lui ai dit est-ce que je peux intervenir en tant que formateur dans tes formations, il m'a dit non. En fait, l'entrepreneuriat, et c'est d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs vont vers l'entrepreneuriat pour ça, c'est-à-dire que les institutions classiques de formation voulaient juste pas d'un jeune. Et donc, c'est soit on me disait, le conseil qu'on me disait, c'est David, tu fais ça dans 20 ans, mais j'avais pas envie d'attendre 20 ans. Soit l'entrepreneuriat, c'était la réponse à ok, si aucun organisme de formation veut de moi en tant que formateur, bah, le seul moyen, c'est que je devienne l'organisme de formation. C'est-à-dire que je ne devienne pas juste un conférencier, mais que je sois capable d'organiser un événement, de produire l'événement, d'intervenir, de marketer mon événement. Et donc, c'est devenu un business. Mais moi, il y a des gens, et je les respecte, c'est top, qui, tu vois, dès 18 ans, se disent je veux être entrepreneur. Moi, ça n'a jamais été mon premier rêve. L'entrepreneuriat, c'est la réponse à essayer de craquer la question de comment tu fais pour avoir des gens dans ta salle. Je comprends très bien. Mais du coup, cette réponse que toi t'apportes avec l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est aussi le cas de beaucoup d'entrepreneurs et de beaucoup de gens qui ont réussi à dépasser leurs limites. Ça venait aussi d'une énorme douleur. Et on voit que plus l'évolution de la société, même là je parle vraiment du côté même business de la chose, on essaie d'être de plus en plus gentil, bienveillant, que ce soit avec nos équipes, que ce soit avec nos élèves, que ce soit avec nos étudiants. Est-ce qu'on est trop gentil avec les gens aussi? Est-ce que ça les empêche pas aussi du coup d'être dans le dur et d'aller chercher plus loin, comme ce qui t'est arrivé aussi d'une certaine manière? Ouais, là c'est une très très belle question. Ma boîte, je l'ai renommée depuis peu en Paradoxe. Ma boîte s'appelle Paradoxe. Donc j'adore ta question. J'adore parce qu'on a trop souvent tendance, selon moi, à vouloir choisir un opposé, choisir un camp en se disant bah voilà, le camp typiquement optimiste, et du coup on veut voir que la vie en rose et que les belles choses, ou le camp bienveillance et on veut que dire des choses agréables. Et que ce soit par je sais pas aujourd'hui à combien on est, j'ai arrêté de compter, mais au moins 400 interviews de sportifs de haut niveau, d'artistes, d'entrepreneurs de toute taille, ou par les études scientifiques. Aujourd'hui, on a un chercheur à plein temps dans la boîte scientifique qui m'aide à chercher les études scientifiques et pour accélérer notre courbe d'apprentissage. Le meilleur moyen d'aider quelqu'un, c'est pas d'être uniquement agréable et gentil. En fait, c'est souvent les paradoxes qui justement sont puissants, c'est-à-dire c'est souvent être capable de faire deux choses. Donc, si tu veux vraiment rendre service en tant que parent et que tu dois être capable de soutenir ton enfant, donc d'avoir beaucoup de bienveillance, de l'écoute, de la considération, de le valoriser, mais tu dois être capable aussi parfois de faire l'opposé, c'est-à-dire que tu dois avoir besoin de lui donner de la présence, mais aussi de lui donner de l'absence. C'est l'absence qui va lui permettre de trouver sa propre présence, d'être avec lui-même. Tu vas parfois le valoriser, mais c'est aussi intéressant de parfois le critiquer. Et il y a une corrélation entre les enfants qui sont sursoutenus en famille, dans la famille, et les conflits que l'enfant va avoir à l'école. Parce qu'en fait, un être humain ne peut pas échapper au conflit. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un être humain qui est épanoui et un être humain qui ne l'est pas? Ce n'est pas la quantité de challenges ou de conflits qu'il a dans sa vie, mais comment il a été entraîné à les gérer. Et donc, un enfant qui est surprotégé dans sa famille, du coup, les conflits qu'il va avoir à l'école, il ne va pas savoir les gérer. Ce qui va souvent empirer et qui va faire qu'il va avoir beaucoup plus de chances de devenir un bouc émissaire. Bouc émissaire, super. Donc voilà. Et si le parent, en fait, il prend le leadership de donner à son enfant les deux, le soutien et le challenge, il lui permet, en fait, finalement,
d'appréhender et d'être à l'aise avec les deux. Pareil pour un manager qui veut que dire des trucs agréables, en fait, il empêche à son manager de croître. Et donc, il ne s'agit pas de basculer dans le mode de management à la Steve Jobs où tu es que challengeant, critique, mais tu regardes quand même qu'il y a plusieurs personnes qui ont été entourées de Steve Jobs qui disent, voilà, il était horrible, mais il m'a énormément fait grandir parce que son exigence, le fait aussi d'être, pas de prendre de parenthèses, de me dire exactement. Et il cherchait pas, la plupart du temps, en tout cas, c'est ce que disent ces direct reports, il cherchait pas à faire souffrir. C'était plus, bah, je mets aucun lubrifiant social, Un filtre, ouais. ouais, aucun fil, je te dis ce que je pense. Parfois, il aurait gagné certainement à mettre plus de parenthèses, d'exemples, de lubrifiants, mais néanmoins, il te disait, tiens, selon moi, tu as à progresser là-dessus ou ça, c'est nul. Bah, en fait, voilà, un bon manager, souvent, il est à l'aise à faire les deux. Et d'ailleurs, il va personnaliser ce ratio en fonction de là où en est la personne. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Si. mais moi, je ne rentre pas crois ça. pas à faire uniquement qu'un côté. Maintenant, c'est important de dissocier. C'est pour ça qu'on confond souvent, mais tout dans la même case. On confond l'intention et le contenu. C'est-à-dire que je peux avoir une intention hyper bienveillante et pour autant te challenger. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de garder l'intention de te faire grandir. Ça sert à rien que j'aille te critiquer pour te critiquer. Ça, c'est être malveillant pour être malveillant, il n'y a aucun intérêt. Par contre, je peux être bienveillant dans mon intention, mais de te dire, tu vois, tiens, on a fait une interview, j'ai remarqué qu'il y avait ça qui était super, mais pour moi, tu peux progresser sur ces 5 points. Et c'est pas forcément agréable, mais au moins, tu as de la matière. Mais ça n'empêche pas que j'ai été On se fera bienveillant un petit dans l'intention. débrief après l'interview. Si tu veux, j'ai pas, je dis ça comme exemple, Je mais sais, j'ai je pas rigole. vu de choses particulières. Je rigole par rapport à ça. Non, mais je comprends. Et c'est justement en fait la manière dont on voit aussi toute la partie un peu business, affaires de la société se développer. C'est qu'il y a aussi ce rapport au travail qui est extrêmement duel chez les gens. Il y a les gens qui s'affranchissent de leurs propres complexes, de leurs propres difficultés, de leurs propres stress par le travail. Et à l'inverse, ceux qui voient le travail comme quelque chose d'obligatoire, qui rêveraient d'être en vacances toute leur vie en fait. Et donc du coup, moi la question que je te pose, c'est comment toi tu vois ça par rapport à ta propre vie et par rapport aux gens que tu as formés en fait. Ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un fait ce qu'il aime, généralement, il emploie plus le mot travail. Et je pense que la réponse, elle est là. C'est-à-dire que quand. Et ça nous est. Est-ce que tout le monde peut faire ce qu'il aime? Oui, c'est sûr. Après, est-ce que ça va te prendre une journée ou ça va prendre 10 ans avant d'en arriver à faire. Mais en soi, non, tout le monde peut faire ce qu'il aime. Je veux dire, ça à des échelles différentes. Et parce que. Alors, encore une fois, si la personne dit, moi, ce que j'aime, c'est faire un truc qu'elle n'a jamais fait, ça, c'est un fantasme. Mais ce que tu aimes, ça va être, ben, certaines personnes, elles aiment plus la technologie, certaines personnes, elles aiment plus l'éducation, certaines personnes, elles aiment plus la performance, certaines personnes, elles vont plus aimer, je sais pas, l'écriture. Tu peux. Le problème avec une question hyper large comme ça, c'est que donne-moi des exemples et je pourrais te Bah, dire. je prends l'exemple. En gros, à quel degré on peut rêver et accomplir ce rêve? En fait, est-ce que le rêve qu'on se fixe, c'est je veux écrire un scénario de film et que ce film-là se tourne? Ou est-ce que c'est je veux être, par exemple, dans l'écriture, que ça soit dans la publicité, dans le cinéma? Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est genre comment on réussit à avoir en fait une manière d'être heureux par le travail sans qu'on soit obligé d'être dans une logique compétitive. Si moi je veux être joueur de foot demain, je peux pas, ça va être un peu tard, il va falloir que. Mais attends, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à deux choses. Et là, je pense que tu amènes le vrai point. C'est qu'il y a l'activité, il y a le process et il y a le but. Ce qu'on confond quand on dit faire ce qu'on aime, c'est de dire ah, mais moi, ce que je veux, c'est le but. Mais en fait, quand tu vois Kobe Bryant, qui malheureusement est décédé, mais c'est un homme qui était hyper inspirant dans sa pratique, ce qu'il aimait, c'est pas gagner le trophée. Ce qu'il aimait, c'est le basket. Et pour faire du basket, tu n'as pas besoin d'avoir la carrière de Kobe Bryant. Bah, tu peux jouer au basket tous les soirs. Et donc, moi, quand je te parle de tout le monde peut faire ce qu'il aime, c'est tout le monde peut au quotidien faire ce que tu aimes. Si par exemple, tu me disais, moi, ce que j'aime, c'est un truc, je sais pas, au niveau journalistique, un truc, c'est de faire des interviews à l'échelle internationale. Mais non, ça, c'est un rêve. C'est pas faire ce que tu aimes. Si ce que tu aimes, c'est faire des interviews, tu vois bien, tu n'as pas besoin d'un énorme budget pour commencer à rencontrer des personnes. Si le journalisme, ça te plaît, tu peux le faire avec peu de budget. En fait, la majorité des rêves et des projets, tu peux les faire avec peu de moyens. Et si tu n'as pas de moyens et que le projet demande, imaginons par exemple le côté spatial, ben, tu peux faire des études pour te rapprocher de l'univers spatial. Tu peux y contribuer d'une autre manière. Donc, dans le cadre du footballeur,
il faut pas confondre le rêve de gagner la Coupe du Monde avec aimer faire du sport, aimer jouer au foot au quotidien. Donc ça, c'est une question. J'aimerais juste répondre à toutes tes questions, bien sûr. tu en poses beaucoup. Bien sûr. La question d'avant, c'était oui, la dualité travail et faire ce que t'aimes. Ouais, en gros, c'est la logique il y a une partie des gens qui s'affranchissent de tout ce qu'ils ont eu comme problème dans leur vie par le travail ou ce qu'on appellerait du travail, et ceux qui en fait font du travail avec les sports peut-être un jour de ne plus jamais en faire et être en vacances, quoi. En gros. Ouais, alors, à chaque fois que dans ma vie et dans notre vie, on fantasme de se retrouver sur une plage à rien faire, c'est un indicateur. Ça m'est arrivé plein de fois, ça arrive à tous les entrepreneurs que j'accompagne. C'est un indicateur que là, dans ta vie, tu es en train de faire peut-être des choses qui te correspondent peut-être pas. Mais quand quelqu'un fait ce qu'il aime, à ton avis, est-ce que quand tu es en train de faire ce que tu aimes, tu es en train de fantasmer à être sur une plage à rien faire? Non. C'est-à-dire que si tu adores écrire et que tu es en train d'écrire, tu n'es pas en train de te dire putain, j'ai hâte d'être sur une plage à arrêter d'écrire. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que n'importe quel être humain, à part si ta passion c'est d'être surfeur, la majorité des êtres humains, tu les mets 1 an sur une île ou sur une plage, ils sont dépressifs. Donc en fait, on a souvent tendance, quand on n'est pas bien dans le présent, à créer, et ça nous aide psychologiquement à survivre, à se créer un mirage, un fantasme de l'opposé de ce qui ne nous convient pas dans le présent. Si par exemple, je perçois que j'ai trop de contraintes dans ma vie, je vais créer un fantasme de 0 contrainte. Mais les gens ne seraient pas heureux sur une île à rien faire. Et d'ailleurs, tout ce que tu vois sur Internet de gens qui font la promotion du lifestyle sur une plage à rien faire, pour en connaître plein en privé, ne passent pas leur temps eux-mêmes sur une plage à rien faire. Ils vendent ce lifestyle, mais ne le font pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent leur temps à travailler, à vendre aux autres ce lifestyle-là. Ce qui prend beaucoup de temps en plus. Ce qui prend beaucoup de temps et ça demande énormément de travail. Même Tim Ferriss, qui a créé un super bouquin en soi qui s'appelle La semaine de 4 heures, n'a jamais travaillé 4 heures par semaine. C'est un bourreau de travail. Mais bon, vrai, c'est d'autres sujets. Il n'a pas écrit ce bouquin en 4 heures par semaine. Et il ne l'a pas écrit en 4 heures par semaine. Et qu'on soit d'accord, moi je l'adore et il est brillant, mais bon, il a joué sur un titre qui est marketing. Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est-à-dire que, effectivement, c'est en train de faire un travail et il y a plein de travails qui pour plein de gens sont horribles et que tu te sens pas bien, il est plus là le problème. Et il s'agit de se dire, tiens, qu'est-ce qui m'inspire? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes talents? Et comment progressivement je peux me construire un job et une vie qui va beaucoup plus utiliser mes forces, qui va beaucoup plus utiliser ce que j'aime dans ma vie, qui a beaucoup plus de sens pour moi. Le truc, et qui nous bloque dans beaucoup de cas, c'est qu'il y a toute cette pression sociale à réussir financièrement et qu'effectivement, si tu es avocat et que tu te fais chier, eh ben peut-être aller vers ce que tu aimes, ça va peut-être passer, au moins pendant un temps, par gagner 2 ou 3 fois moins. Mais encore une fois, là il est plus là le choix. Il n'est pas tant sur la plage ou sur un travail qui est déprimant, c'est la notion de regard des autres, comment ma famille et la culture, mon environnement, il va me percevoir si je vais faire ce que j'aime. Imaginons que j'ai grandi dans un monde d'artistes qui a tendance à condamner le côté capitaliste et que moi, je rêve d'entreprendre, et ben, ça va me demander d'être prêt à me faire défoncer par ma famille. Si j'ai grandi dans une famille d'avocats ou de dentistes ou d'ingénieurs et je veux faire artiste, ça va me demander de casser ce code familial. Il est plus là le sujet en fait, mais si tu te rends compte qu'en fait que pour être heureux, tu n'as pas forcément besoin de consommer tout ce que la société te dit que tu as besoin de consommer et que c'est pas si grave d'être condamné par ta famille ou les autres parce qu'en fait, on n'est plus comme à la préhistoire. À la préhistoire, être éjecté de ton cercle social, c'était un problème. C'est la mort parce que l'être humain ne survit que par les relations qu'il arrive à créer avec les autres. Et à la préhistoire, si on t'éjecte, tu peux pas aller voir un autre groupe et dire « Hey, salut, est-ce que tu m'accueilles ?» Alors qu'aujourd'hui, si ta famille, elle comprend pas ton rêve, si tes amis, ils comprennent pas ton rêve, tu vas sur LinkedIn, tu vas sur Twitch, tu vas sur un forum, tu vas au prochain salon d'entreprise de je sais pas quoi, et tu te crées un cercle d'amis qui adorent le même genre de rêve que toi et qui, au contraire, vont dire « Putain, c'est trop bien, j'ai envie de le faire avec toi, et si on le faisait ensemble ?» Donc aujourd'hui, on a le luxe, si les gens avec qui tu as grandi, ils ne comprennent pas ton rêve, ils ne sont pas capables de t'aimer avec ton rêve, ils ne te méritent pas. C'est-à-dire, si tes parents ne sont pas capables de t'aimer parce que en fait, tu n'as pas envie d'être avocat et que tu as envie d'être chanteur, et ben en fait, il faut qu'ils bossent. C'est à eux de bosser, pas à toi. Après, leur en vouloir, c'est autre chose. Parce que tu peux aller vivre ton rêve et comprendre que pour eux, ça soit difficile. Être en paix avec le fait qu'ils vont peut-être mettre 10 ans à comprendre. Mais c'est le jeu. Mais en tout cas, pas se subordonner, pas se plier
au fait que mes parents, c'est normal, avec leur histoire, leur enfance, leur éducation, ils ont créé une préconception de ce que c'était la vie et la réussite. Mais c'est leur préconception. Je peux apprendre d'eux, prendre ce qui me parle, construire ma vie. Ça ne veut pas dire que je dois tout condamner et faire le rebelle et dire ah, tout est nul chez mes parents. Il y a forcément des choses intéressantes. Mais je ne vais pas me plier. Mon père, par exemple, que j'aime énormément, pour lui, il m'a dit, je sais pas, 200 fois, mais David, aujourd'hui, si tu avais une toute petite structure, tu pourrais justement avoir une belle vie. Alors, il me dit pas la plage, mais c'est plus ou moins ça. Tu pourrais être très, très bien payé avec 2 personnes dans ta boîte. Pourquoi tu t'embêtes à recruter en pleine phase de recrutement? En plus, forcément, on veut chercher des directeurs, donc d'autres types de salaires. Mais je lui dis, papa, je comprends ce que tu me dis. Effectivement, sur le papier, ça paraît peut-être plus sécurisé ce que tu es en train de me dire. Mais la réalité, c'est que moi, si à la fin de ma vie, je n'ai pas fait l'expérience de construire cette équipe, eh ben, je serais plus triste que même si je me retrouve à tout perdre. Et donc lui, c'est normal, il a été abandonné. Donc son prisme, c'est la sécurité. Et là, il me dit, David, tu as réussi, c'est bon, tu as l'appartement de tes rêves. En gros, sécurise. C'est son prisme et je le respecte et il y a de la beauté là-dedans. Mais sauf que j'ai 32 ans et moi, je compte bien tester d'autres choses. Donc, je lui dis merci, papa, je comprends, mais je vais quand même le faire. Et ça n'empêche pas que, il y a des fois, je me dis, il a raison, là, je vais plus sécuriser ça. Il y a 2 ans, je me suis rendu compte que je réinvestissais tout dans ma boîte et que effectivement, si je tombe malade ou quoi, j'avais rien. Et donc, là, j'ai entendu. Je me dis, oui, tu as raison, je vais mettre plus d'argent de côté à titre perso, m'acheter un appart, au moins, ça me sécurise plus, moi. Alors comment tu vois ceux qui ont une mauvaise image de la formation, du coaching? On a pu le voir, évidemment je ne comprends pas à ça, mais ni même tous ceux qui font comme toi, mais le salut à toi jeune entrepreneur qui avait été un peu, on va dire, la rengaine de ce que certains gens, certaines personnes de la société considèrent comme des choses qui ne se comprennent peut-être pas, tu vois. Ouais. Quel message même t'aurais pour ces gens-là qui, je sais que tu t'en fous des critiques ou que même elles te font avancer, mais… Alors, je m'en fous pas. Hein. Je dirais qu'effectivement, elles me font avancer, mais je m'en fous pas. Je suis un être humain. Hein. Non, mais bien sûr. Nous aussi, on a aussi notre propre lot de commentaires pas cool sur la chaîne. Forcément, ça pique toujours un peu. Mais qu'est-ce que tu réponds? Pas comme si tu devais leur devoir un message, mais comment tu essaierais de les convaincre, ces gens-là? Non, alors déjà, convaincre, c'est souvent une mauvaise idée. Parce que on est libre d'avoir notre opinion. Et convaincre, tu vois, c'est une énergie où tu t'essayes de pousser. Et moi, je dirais que je comprends. Je dirais que je comprends que je comprends qu'on puisse être sceptique parce que voilà, il y a forcément, comme dans n'importe quel domaine, tu as des bons psychologues, des mauvais psychologues, tu as des bons formateurs, des mauvais formateurs, tu as des bons… Moi, tu vois, en ce moment, vu que je réorganise ma boîte, je suis à travailler avec des avocats, je vais te dire, hein, ça a beau être un métier avec beaucoup d'études certifiées, c'est catastrophique le nombre d'avocats qui sont nuls. C'est un truc de malade. C'est le nombre de fois où c'est moi qui leur dis mais est-ce que vous avez lu telle loi, est-ce que vous êtes sûr, et qu'ils me disent ah non effectivement, ça me fait péter un câble, surtout qu'ils facturent des bons prix. La dernière fois, oui, ça te fait peur parce que si t'avais pas vérifié tu serais dans la merde quoi en fait. Ah oui, ça pique les erreurs quand tu leur dis mais tiens tel truc, mais en fait là je sais pas, par exemple sur la propriété intellectuelle, est-ce que je suis protégé dans tel cas. Donc dans tous les métiers tu as des bons et des mauvais, donc c'est normal d'être sceptique, c'est sain d'être sceptique. Déjà c'est la première chose. La deuxième, si je me pense plus en termes d'industrie, quelque part, c'est tant mieux qu'il y ait ça parce que ça me pousse à être meilleur. Ça me pousse à… La meilleure réponse, c'est pour ça que j'ai pas envie de convaincre. Pour moi, la meilleure réponse à quelqu'un qui douterait de ce que moi je fais, c'est pas essayer de lui répondre. Et c'est ce que j'ai encore dit ce matin à ma femme. J'ai dit, la meilleure réponse, c'est que mes clients disent « Ok, je comprends que tu puisses dire ça. Moi, ça a changé ma vie. Point. » Mon obsession, elle n'est pas de répondre à des gens qui douteraient, qui ne connaissent pas mon travail et qui juste sont un a priori. Je le respecte, ils ont un a priori. Moi, ma réponse, je veux créer… Tu vois, je vais donner un niveau de réponse. Par exemple, on a un rêve dans la boîte qu'on appelle le 100,000 Dreams Wall. C'est un mur physique dans lequel on accroche, on accroche la photo et un petit texte à chaque fois qu'un client réalise un de ses rêves. Pour moi, la meilleure réponse aux gens qui douteraient, c'est un jour que ce mur il soit accessible et que tu puisses voir 100 000 personnes qui ont réalisé leur rêve. Donc, je n'essaye pas de répondre à des gens qu'en fait, j'arriverai certainement jamais à convaincre. Moi, mon obsession, d'où le fait, pourquoi je recrute un chercheur scientifique? Parce qu'effectivement, si tu regardes des anciennes vidéos que j'ai faites, il y a des anciennes vidéos que j'ai faites, si je les regarde avec le David d'aujourd'hui, je dis non, David, c'est pas vrai. C'est pas que je voulais
dire un truc qui est faux, c'est que je confondais croyance et certitude. Et donc, typiquement, je me suis dit, ok, je vais prendre un chercheur qui va avoir comme seule mission de bouffer de l'étude scientifique, et c'est indigeste, sincèrement, de lire des études, parce que c'est écrit en tout petit, c'est pas du tout fait pour être pédagogique, mais de dire, ta mission, prends tout ce que je raconte et vérifie. Est-ce que la science dit que c'est vrai ou pas? Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de le dire, parce que la science, on voit bien Oui, qu'il faut pousser les limites de toute façon de la réflexion. qu'elle se contredit. Et typiquement, Einstein, la première fois qu'il arrive avec la théorie de la relativité, les scientifiques ont dit que c'était un débile. Donc je ne veux pas me plier au dogme. Et Mais le Covid a montré que la vérité scientifique, elle n'est pas elle est toujours complexe, uniforme. Ouais. exactement. Mais néanmoins, il y a quand même de la beauté dans la science. Et c'est un vrai input quand même. Quand tu as 22 études qui montrent que quelque chose… Je vais donner un exemple. Mes anciennes vidéos, je parle beaucoup de la visualisation positive. Et en fait, tu as plein d'études qui montrent que visualiser ton rêve, c'est contre-productif. Qu'au contraire, quand tu visualises, par exemple, que tu vas réussir à arrêter de fumer, que tu perds ton poids, que tu as 100 000 euros, j'en sais rien, en fait, par rapport au groupe de contrôle à qui on donne aucune instruction, donc groupe de contrôle, ça veut dire c'est un groupe à qui on donne… Un groupe témoin, ouais. Groupe témoin. Et ben on se rend compte qu'ils accomplissent plus le groupe à qui on dit rien que le groupe qui visualise. Amusant. Néanmoins, et là c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui diront mais non, mais si, la visualisation ça marche. Oui, ça marche, mais c'est là où j'adore du coup d'avoir de l'aide. Soit, je sais pas, j'ai des potes par exemple au GIGN qui me donnent leurs inputs ou des sportifs de haut niveau, c'est que ça me permet d'aller dans la finesse. On se rend compte qu'à l'inverse, le troisième groupe qui va visualiser donc l'objectif, j'arrive à se voir en train d'arrêter de fumer, ressentir ce que ça te donne, comme fierté, comme satisfaction au quotidien, mais qui ne va pas s'arrêter là, qui va aussi visualiser les obstacles qu'il va pouvoir rencontrer sur son chemin. Par exemple, imaginons que je suis fumeur et tous mes potes sont fumeurs. Ça, c'est un obstacle qui n'est pas anodin, qui n'est pas le même si je suis le seul fumeur et que j'ai personne autour de moi. Et qui va visualiser non pas les obstacles pour se déprimer, mais visualiser chaque obstacle de manière sereine et qu'est-ce que je vais faire si ça arrive. Imaginons, je vais visualiser que je suis en soirée, j'ai un peu bu, ce qui n'aide pas à être sage, j'ai un peu bu, et j'ai un de mes potes qui me dit prends une bonne grosse clope. Ouais, prends une clope. Et que je vais me visualiser comme un sportif de haut niveau, répondre à ça. Et bien on se rend compte que ceux-là, ils vont avoir le bénéfice de la visualisation de but qui va leur donner l'énergie, le putain c'est possible, putain j'y arrive, le fameux y croire et oser. Mais ils vont avoir l'autre partie de la visualisation qui est le fameux comment, qui va leur permettre face aux obstacles, d'avoir des solutions. Et typiquement, cette technique, elle est utilisée avec les astronautes. Ils vont visualiser qu'ils vont y arriver, mais on leur demande de visualiser tous les scénarios catastrophes et en face, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, non pas pour stresser, mais pour au contraire être détendu. Et typiquement, en prise de parole, la mauvaise visualisation, c'est la personne qui visualise que tout va bien se passer. Mais en fait, tout ne se passe jamais bien. Tu vas avoir une question que tu n'as pas prévue, pourrie, il va se passer… J'ai eu une conférence, coupure d'électricité totale, avec aucune fenêtre. Donc vraiment, tu vois rien. Le noir. Le noir. Si je visualisais tout le temps que tout se passe toujours bien, c'est le stress. Mais vu que ça fait partie de mon exercice que de me dire il peut toujours se passer un truc imprévu, ça a été au final un moment… Alors en fait, c'était par alternance, donc on avait 3 minutes d'obscurité et 3 minutes de lumière, donc c'était assez drôle. Au final, ça a créé… oui, c'est ce que tu racontais sur je crois que c'est Lucchini, tu racontais sur une interview de Lucchini qui disait qu'il avait plus son texte et qu'il l'avait fait avec son texte. Je sais plus si c'était Lucchini, mais tu racontais ça dans le TEDx de Gem, où justement il y avait ce moment un peu spécial où l'acteur de théâtre avait pris son texte à la main et ça avait en fait inspiré bien plus les gens que s'il l'avait juste récité comme il était censé le faire. Exactement. Et donc du coup, là, je te donne juste un exemple de là où la science elle m'aide. Donc pour répondre à la question que tu me poses, moi j'essaye pas de répondre à ça. Ce que j'essaye, c'est qu'on fasse un meilleur travail. Alors que je vais être transparent avec toi, hein. Quand je vois des gens qui disent sur cette industrie que c'est n'importe quoi, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que ça a changé ma vie. Et je suis très content que moi… En fait, ce qui me fait chier, c'est que peut-être si… Avant d'aller lire ces livres-là, j'étais tombé sur des gens qui m'avaient dit « Ah mais non, mais c'est n'importe quoi ». Eh bien peut-être que je serais encore le David mal dans ma peau, que je ne serais toujours pas en couple, que je n'aurais pas les relations que j'ai avec mon père. Donc ce qui me fait chier, ce n'est pas ce qu'ils pensent, c'est plutôt l'influence qu'ils ont sur d'autres gens qui ne vont pas avoir le courage de remettre en question ça. Ça, c'est plus ce qui me fait chier. Mais ma meilleure réponse, c'est de dire à l'équipe « Il faut qu'on améliore on dit en français, qu'on améliore notre service client ».
qu'on améliore nos produits, qu'on repense la pédagogie. Là, par exemple, je cherche un ingénieur pédagogique qui aura pour seule mission de reprendre toutes nos formations en ligne et de se dire qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit plus efficace, pour que ce soit plus pédagogique. Par exemple, de me dire, bon, moi, ça ne me va pas. Alors, ça va à plein de gens sur la formation en ligne. Ça ne me va pas que la moyenne des formations en ligne, c'est en fonction des formations, entre 30% à 50% des gens qui vont au bout. Moi, ça ne me va pas. Alors, il y a plein de gens qui me disent, des gens dans la formation qui me disent, ouais, mais on s'en fout, machin. Oui, non, mais non, je m'en fous pas. Je suis hyper à l'aise avec le marketing, et je suis hyper à l'aise avec la vente, je suis hyper à l'aise avec gagner de l'argent, mais je veux que ça soit un fair exchange. C'est-à-dire que, ok, on me paye, mais derrière, on doit délivrer. Et donc, typiquement, ben là, en ce moment, on essaie de craquer le code. Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer de 50 à 55% Tu vois, par exemple, un des trucs qu'on va implémenter qui va nous coûter de l'argent. À chaque fois, ça me baisse ma marge. Hein. Ouais, on est d'accord. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, moi, je crois profondément que même si je baisse ma marge, à court terme, le moment où tu as un produit où les gens ils font qu'en parler autour d'eux en disant c'est un truc de malade, et ben, tu la récupères. Tu récupères pas ta marge, mais tu récupères en volume. Et que si tu passes de 50% à 70%, bah en fait, tu vas gagner un nombre de clients dingue à la fin. Oui, en bouche à oreille, en recommandation, en plein de trucs. Donc, par exemple, là, ce qu'on va implémenter dans les prochaines formations, c'est qu'au lieu que tu sois juste en ligne et tu es seul dans la nature, et c'est dur de suivre une formation en ligne. Combien de fois j'ai acheté des formations en ligne que je n'ai pas démarré. J'ai juste enregistré le mot de passe et je ne l'ai jamais démarré. Des formations à 2000 €, hein. Enfin, bref, comme plein de gens. Et là, on va tester d'avoir une personne pour 30 clients qui a pour but d'onboarder le client, lui demander des petits check-in, comment ça se passe, est-ce qu'il y a un problème. Alors, il faut que je vois, c'est ce truc, je vais me rendre compte qu'on est déficitaire et ça ne va pas marcher. Mais au moins, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, j'essaie de ne pas me concentrer sur le bruit. J'aime cette phrase. Voilà, je crois que je l'ai dit dans le TED, pendant que les autres parlent, j'avance. Je ne peux pas convaincre des gens qui ont décidé que ce que je faisais ou que ce que d'autres font, c'est de la merde. Qu'est-ce que ça ne sert à rien. Il y a tellement de gens qui, comme moi, cherchent des solutions et n'ont pas envie d'écouter des gens qui disent oui, mais non, on n'y va pas. Tu vois, si j'avais écouté mes potes mon premier e-book que j'ai acheté, il coûtait 27 €. Si j'avais écouté mes potes ce jour-là, ils m'avaient dit mais non, mais c'est n'importe quoi. Alors, sachant qu'acheter un e-book en 2000, donc on est en 2021, 2010, 2008, 2007. Acheter un e-book sur Internet 2007, c'est beaucoup moins normal. Hein. J'ai acheté un e-book de 27 € pour mes potes, c'est de l'arnaque. Mais franchement, c'est dommage pour eux parce que c'était un bouquin sur la séduction. Genre, ça m'a aidé de ouf. Au final, ils l'ont tous lu. Hein. Mais bref, tu vois, ils étaient juste dans c'est nouveau, c'est bizarre. Mais moi, j'ai pas envie de laisser l'extérieur dicter ma vie. J'aime beaucoup cette phrase qui vient pas de moi. C'est voilà, tu maîtrises ta vie quand les murmures de l'intérieur, ils sont plus forts, ils sont plus grands que les murmures de l'extérieur. Et moi, je veux finir ma vie, me regarder dans le miroir, être fier de moi et pas écouter. Tu vois, si j'avais écouté ma mère, à un moment donné, je dis à ma mère, je vais aller en Suisse, inviter au restaurant un entrepreneur qui réussit. Et ma mère, sa première réaction, ça a été de me dire, mais pourquoi c'est toi qui l'invites au restaurant ? Sous-entendu, c'est lui qui a l'argent, toi, tu n'as pas d'argent. Je dis, mais maman, ce mec-là, des gens qui l'invitent au restaurant, des gens qui lui proposent un restaurant, il y en a tous les jours. Je veux dire, pourquoi il prendrait du temps pour moi ? Et tu vois, ce mindset de plein de gens, et j'en veux pas ma mère, hein, encore une fois, hein, c'est normal qu'elle ait c'est populaire. Mais le nombre de personnes, quand par exemple, je suis parti aux États-Unis faire une conférence gratuite et que ça m'a coûté billet d'avion, billet d'hôtel pour intervenir 15 minutes sur scène. Mes potes, pour eux, je suis un débile parce que ça va me coûter 3000 € pour parler 15 minutes. Mais au final, c'est plus important de le faire, quoi. Ben c'est surtout que derrière sur les 200, c'était que des dirigeants du S&P 500, donc les 500 plus grosses boîtes. La plupart ont dit à l'organisateur, j'ai rien compris à ce qu'il a dit, parce que mon anglais il était catastrophique, plus le stress c'était horrible. D'ailleurs, on a enregistré la conférence, donc je pourrais un jour la rediffuser. Mais tu as quelques personnes qui sont venues voir l'organisateur en disant, dans tous les intervenants, et il y avait des gros speakers américains, hein, dans tous les intervenants, j'en ai retenu qu'un. C'est ce jeune, j'ai pas tout compris ce qu'il a raconté, mais je me suis dit, putain, il a fait 10 000 km pour oser nous parler. Ça se voyait qu'il était stressé, mais il a osé. Et moi, je me dis que la seule chose dont on a besoin dans notre boîte, c'est un peu plus de ça. Tu vois, le nombre de trucs qui se sont passés dans ma vie qui sont la suite de trucs ratés, c'est un truc de malade. C'est-à-dire, je suis allé aux États-Unis. Mais est-ce que c'est pas le cas de final presque de la majorité ? Mais bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, souvent, on parle des réussites. Mais les gens sous-estiment la force d'actes de courage. Tu vois, j'ai pris un porte-voix.
C'était un de mes défis. J'ai pris un porte-voix pour aller dans le métro et passer un message qui était un message positif. J'étais stressé comme pas possible. J'ai dû laisser 22 métros passer. À chaque fois, je me disais trop rempli, non, trop vide. Non, j'aime pas les sièges. Non, j'aime pas. Je me trouvais plein d'excuses. Bref, je l'ai fait. J'ai pris mon porte-voix, j'ai fait ma vidéo. Et en fait, 6 mois plus tard, tu as un cabinet de formation parisien qui m'appelle et qui me dit on vous voudrait en tant que formateur. Et boîtes qui font intervenir dans les boîtes du CAC 40. Et je dis mais pourquoi moi? Il dit parce qu'on cherche des formateurs un peu atypiques. Et je dis comment vous m'avez connu? On a vu votre vidéo, on a trouvé ça trop cool. Voilà. Et jamais je me suis dit qu'en prenant un porte-voix dans un métro, en faisant un message comme ça, en plus hyper stressé. Tirer vers le CAC 40 pour faire de la formation. Ouais. Jamais. Quand je pars aux États-Unis, vu que je suis à l'aise en informatique, j'arrive à savoir qu'il va y avoir un rassemblement privé, donc pas public, de gens qui m'inspirent, qui vont se rassembler. C'est pas un événement où tu peux acheter, c'est que entre eux. J'arrive à trouver l'adresse et je me dis, allez, j'y vais. C'est à San Diego, aux États-Unis, avec ma femme. On prend le billet d'avion, on y va. J'essaye de m'incruster dans l'événement. Je me suis fait éjecter, je pense, en 3 minutes. J'étais vraiment pas bien. Et je suis sur le parking. Franchement, j'ai pleuré. C'est pas une blague, j'ai pleuré parce que je me suis dit, putain, David, t'es un gros boulet. Je me suis grillé auprès des 30 personnes qui étaient dans ma liste de gens à interviewer. Tu vois, je me suis dit, c'était pas le meilleur move. Et le lendemain, j'y suis retourné avec une autre approche. J'ai pas essayé de rentrer comme ça. J'ai réussi à avoir une interview. Donc à l'époque, mon sujet, c'était donc tout ce qui était psychologie. Donc j'ai réussi à avoir l'interview qui est sur Internet avec John Gray, qui a écrit Livre Mars et Vénus, qui est un bouquin qui a été vendu. C'est le livre le plus vendu de psychologie, qui est sur la relation amoureuse homme-femme. Mais ce qui est le plus ouf, c'est que 3 ans plus tard, j'ai une nana qui m'appelle et qui me dit « Je voudrais que tu interviennes dans un événement où il n'y a que des speakers américains. » Et je me dis « C'est bizarre, je fais rien. » Et je lui dis « Pourquoi moi? Comment c'est connu ?» Et elle me dit « J'étais là. » Et je dis « Mais t'étais où ?» En fait, j'étais là, dans ce groupe-là, sur le parking, avec le groupe. Et j'ai vu que t'as osé venir. J'ai compris que tu n'étais pas invité. J'ai compris que tu étais français, que tu avais fait le voyage. J'ai vu que tu es revenu le lendemain. Et moi, tu m'as inspiré. Et c'est dingue parce que pendant 3 ans, tu m'aurais dit, est-ce que c'est une réussite ton histoire? Pour moi, c'était une catastrophe. Franchement, j'ai mis des mois à digérer mon histoire. Mais ça crée des trucs, tu vois. Et c'est un truc de malade. Mon spectacle, je m'étais donné le défi de faire un spectacle humoristique. Sincèrement, j'étais stressé comme pas possible. Tu vois, ma date la plus importante, j'en ai réussi des très bien à Paris, et qui était top. Ma date la plus importante, c'était le Pasino d'Aix-en-Provence, 1400 places. J'ai investi dans des grues, machin, de la vidéo, tout ça, ça m'a coûté une fortune. C'est mon pire spectacle. J'étais tellement stressé que le spectacle d'1h30, je l'ai fait en 45 minutes. C'est pas que j'ai moins dit des choses, je parlais hyper vite avec le stress. Et forcément, du coup, quand t'es stressé, c'est pas drôle. Hein. Oui, parce que tu laisses pas rire le public. Je laisse pas rire le public, c'était horrible. J'ai démarré 40 minutes en retard parce que j'avais jamais anticipé que accueillir 1400 personnes, c'est pas pareil qu'accueillir 380 qui était ma plus grande salle avant ça. Et donc on a démarré 40 minutes en retard, c'était une catastrophe le truc. T'as terminé à l'heure au final. J'ai terminé à l'heure, exactement. J'ai mis des mois à digérer ce truc-là parce que je me disais, ah putain, je m'étais imaginé que j'allais vendre le DVD que j'ai jamais vendu parce que j'avais pas envie du tout de diffuser ça. Mais ça m'a ouvert plein de portes. Déjà, au final, les images en voix off, tu vois pas qu'elles sont stressées, elles sont un corps, non peut-être plus. Et pendant au moins 4 ans après, ça faisait toujours partie de mon teaser et de mon jingle. De toute façon, tu vois une salle de 1400 personnes, c'est toujours top, tu vois. Des photos, il y a des gens dans la salle qui m'ont dit, David, je comprends pas, moi j'ai adoré ton spectacle. Donc ça montre que même si moi, je me suis trouvé nul, t'as plein de gens qui, à chaque m'entendent raconter cette histoire, me disent, mais je comprends pas, ton spectacle il était trop bien. T'as des gens qui m'ont dit, David, ton spectacle, c'était vraiment nul. Mais tu m'as fait un cadeau parce que je me suis dit, si tu peux oser monter sur scène et faire ça, tout est possible. Et donc, moi, le drive le plus fort, ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens, ils osent réaliser leurs rêves. C'est créer ce sentiment chez l'autre, quoi. C'est vraiment ça ce que tu veux faire. C'est pas forcément la manière qui me fait le plus kiffer de le faire. Je préfère inspirer les gens en réussissant. Mais si mes échecs inspirent les gens à réaliser leurs rêves, tant mieux, tu vois, ça fait partie du deal. Donc,
c'est un truc de malade à quel point. Les échecs comme les succès, au final, contribuent à toute la grosse image de ce que échecs, tu construis. réussites, et je dirais même le simple fait d'oser. Pour aller vers la fin de cette interview, on pose toujours 2 questions au crayon. Qui t'aimerais voir dans cette interview business pour le crayon, un peu dans ce même genre de format? Peut-être quelqu'un que t'entends peut-être pas assez, plutôt francophone si c'est possible. Je sais pas, j'aime bien Boris Cyrulnik. Voilà, Ok. C'est ce qui me vient. Très bonne recommandation. Et qu'est-ce que ça t'évoque la phrase « Trace tes contours » C'est le slogan du média. Bah justement, ça m'évoque ce que je disais avant, tu vois, C'est important d'écouter l'extérieur, de s'inspirer de l'extérieur, mais à la fin de la journée ou au début de ta journée, la vie qui compte, c'est justement, pour moi, quand tu traçais les contours, c'est à toi de dessiner la vie qui t'inspire, c'est pas à l'extérieur de déterminer ta vie, en fait. Merci beaucoup David. C'est un vrai plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette interview Business de le Crayon. On vous laisse vous abonner, liker, commenter, partager. Retrouvez tout ce que fait David sur son site internet qui sera en description. Sur YouTube, c'est cool. Sur YouTube, c'est même encore mieux. Merci beaucoup David, c'était un vrai plaisir de parler avec toi. Merci à toi. À très bientôt. Ciao.